Madame, Messieurs, bienvenue dans cette émission qui se poursuit. Le gouvernement s'exprime et cette fois-ci, nous recevons le ministre des Eaux et Forêts chargé de la préservation de l'environnement, du climat et du conflit homme-faune, le colonel Ntosui Alogo Maurice, qui a accepté lui également notre invitation. Monsieur le ministre, bienvenue dans les studios de Gabon 24. Avec vous, on parle environnement. Merci de m'accueillir sur votre plateau. Monsieur le ministre, le Gabon est considéré comme un champion sur la scène internationale en matière de lutte contre les changements climatiques, la préservation de son environnement, ses parcs nationaux et autres. Vous, en arrivant à cette fonction, qu'avez-vous trouvé du point de vue de la préservation, bien sûr, de l'environnement au Gabon? Eh bien, comme vous l'avez dit, le Gabon a une image, une image qu'elle a su conserver en matière de préservation de l'environnement. Nous avons un capital, un couvert de 88% du territoire, c'est complètement la forêt, 11% du bassin du Congo. Et donc, on a poursuivi des efforts inlassables pour maintenir ces efforts de conservation à travers les parcs nationaux. Là, maintenant, on s'achemine vers la préservation de 30% des terres, 30% des aires marines et 30% également des eaux douces. Cet effort est poursuivi et le Gabon est, je vais dire, un bel exemple en la matière. Alors, on voit le Gabon participer à des grands sommets sur la scène internationale. On a la COP28 qui approche. Qu'est-ce que le Gabon va présenter lors de cette COP28? Quels sont aujourd'hui les mécanismes qui sont mis en place par le pays de façon à préserver ce positionnement tant stratégique qu'important? Comme je venais de vous le dire, le président de la transition, chef de l'État, poursuit ses efforts je dirais, de préservation. Parce que c'est, au regard des gros enjeux sur le plan environnemental, c'est vital de conserver ces acquis. En outre, il faut essayer de voir aujourd'hui qu'est-ce que ça nous apporte de préserver ces environnements. Qu'est-ce que ça nous apporte directement de maintenir en état nos parcs. Qu'est-ce que derrière on gagne? Il faut qu'on gagne quelque chose, c'est un jeu en fait. Et c'est la question que je vous pose directement, Monsieur le ministre. C'est pour ça que je voulais dire qu'il faudrait qu'aujourd'hui on arrive à négocier le fait que nous faisons des efforts à préserver ces capitales. Il faut que derrière, que cela s'équilibre avec des projets de développement humain durable. Il faudrait que nous réussissions à négocier ces capitales. Alors, à la COP28, il s'agira d'un premier temps en fait, de mettre un accent sur la recherche scientifique. Parce que c'est cette recherche qui nous permettra de mieux connaître nos écosystèmes et de mieux les valoriser de manière durable. Il s'agira également de peser aux côtés des autres pays, essentiellement du bassin du Congo et des autres bassins, de savoir quel est le poids ou notre contribution. Vous savez, aujourd'hui, il y a deux types de blocs, deux blocs essentiels. Les pays pollueurs, qui se connaissent, je ne vais pas citer les noms, et des pays qui séquestrent le carbone. Le Gabon, aujourd'hui, séquestre environ 100 millions de tonnes de carbone par an. Ce n'est pas rien. Ce carbone est négociable sur les marchés financiers. En Europe, la tonne de carbone est à environ $80. Malheureusement, en Afrique, dans les pays du bassin du Congo, parfois c'est évalué à 15 ou 30 $. Il va falloir renégocier ça entre les pays qui polluent énormément et qui, normalement, doivent payer l'addition par rapport aux pays qui séquestrent ces carbones et qui participent à l'équilibre de la biodiversité. Mais malheureusement, Monsieur le ministre, on a comme l'impression que ceux qui sont censés soutenir les États tels que le Gabon, qui font dans la séquestration justement de ce carbone pour préserver la planète, sont des mauvais payeurs. Mais c'est pour cela qu'il va falloir poser ces problèmes sur table. Et le Gabon ne va pas, il faut pas aller en ordre dispersé, il faut aller en ordre de bataille, comme je le disais,
au sommet des 3 bassins à Brazzaville. Aller en ordre de bataille, ça veut dire qu'on est concentré, on forme un bloc et on pose le problème. C'est de cela dont il s'agira à la COP28. Parce qu'il ne faut pas négliger les efforts que ces pays aujourd'hui entreprennent pour maintenir les équilibres de la biodiversité. Êtes-vous en train de dire que le Gabon n'a jamais, jusqu'alors, reçu d'enveloppe en rapport avec les crédits carbone? Parce qu'il y a eu tellement de communication autour de cela. Autour de les crédits carbone, c'est assez nouveau pour les pays du bassin du Congo. Vous savez, ce sont des choix de développement qui sont propres à des pays. Les pays d'Amazonie, à l'instar du Brésil, a un autre agenda. Le Brésil ne s'intéresse pas au carbone. Les pays du bassin du Congo s'intéressent au carbone parce qu'effectivement, il y a une manne, il y a des gros enjeux derrière. Après, il va falloir vraiment bien légiférer ça. Il faut que ce soit encadré par la loi, dire le carbone, les forêts appartiennent à l'État et que toute transaction qui va tourner autour de ça, que c'est l'État qui doit générer, qui est responsable en fait de ces carbones. Mais on va un peu, concernant le carbone, il y a beaucoup de choses à découvrir dans ce sens-là et à apprendre des autres pays. Monsieur le ministre, les Gabonais font d'énormes efforts. Il y a le conflit homme-faune. Dans la feuille de route du CTRI, qu'est-ce qui est prévu? Alors, le conflit homme-faune, je vous assure, c'est assez complexe. Il faut le comprendre dans le fond et dans la forme. Aidez-nous alors. Alors, je suis effectivement, à chaque fois que dans les journaux, les populations rurales sont meurtries, soit blessées, je suis vraiment consterné. Mais pour comprendre le problème du conflit homme-éléphant, il faut repartir sur des choix que nous avons adoptés depuis une vingtaine d'années. Effectivement, on a fait le choix de la conservation à travers les parcs nationaux. Qui dit conservation dit vous ne touchez à rien, vous ne touchez pas aux arbres, vous ne touchez pas aux animaux. En même temps, nos choix économiques sont également basés sur la rente. On vit du pétrole, on vit du bois, au détriment des populations autochtones. Bien sûr, mais le problème est un peu plus complexe. Ce pétrole, on le trouve où? Dans les forêts. Parfois, c'est l'exploitation onshore, parfois offshore. Les mines, on les trouve où? Dans la forêt. Le bois, dans la forêt. Alors, lorsqu'on commence à déséquilibrer la nature, on reçoit derrière, il y a un impact derrière. Les animaux vivent également dans la nature. La question aujourd'hui, c'est pourquoi les éléphants se rapprochent de plus en plus des zones rurales? Pourquoi? C'est simplement parce que leurs écosystèmes, leur environnement est complètement menacé. Aujourd'hui, on a 95 000 éléphants au Gabon, à la suite des politiques de conservation qu'on a initiées depuis 20 ans dans les parcs. La population a certainement augmenté et nous protégeons ces éléphants à travers des lois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque les éléphants sont pourchassés, par exemple, dans la zone de Mikébé, par le braconnage intensif, par la coupe intensive de l'exploitation des ressources naturelles. En l'occurrence, je parle du bois, je parle des mines. Ça bouleverse les écosystèmes. Donc, les éléphants viennent au plus près des zones rurales où ils trouvent à manger, où ils sont un peu plus en sécurité. Malheureusement, la coexistence entre ces éléphants et ces populations rurales qui vivent également des moyens de subsistance, c'est-à-dire l'agriculture de subsistance, il y a un conflit. Alors, aujourd'hui, le conflit est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la question que les Gabonais vous posent. Donc, dès qu'on a compris les raisons pour lesquelles les éléphants sont au plus près des populations, on peut dire que plus facilement, quelle est la stratégie qu'on va mettre en place? La stratégie, pour moi, d'abord à court terme, on peut faire des battues administratives. Mais les battues administratives ne vont pas régler le problème. Il faut qu'on règle d'abord les problèmes au sein de nos écosystèmes. Et c'est à travers un plan d'aménagement, un plan d'affectation des terres cohérent. Il faut qu'on ait le courage de dire, même si on vit de la rente, on vit du pétrole, on vit du bois, que tel espace sera dédié, par exemple, pour faire de l'agriculture. On ne fera l'agriculture à cet endroit.
tel endroit sera dédié pour faire de l'exploitation onshore, offshore pour le pétrole, parce qu'on est dépendant encore du pétrole, et que les permis forestiers, on les attribuera à tel endroit pour exploiter le zigo, le koumé, le kevazingo, et que les animaux seront à un espace bien déterminé. Si on ne le fait pas, malheureusement, c'est comme quand vous allez en forêt, vous trouvez un essaim d'abeilles, vous tapez sur l'essaim d'abeilles, ben les abeilles vont s'éparpiller et ça peut être dangereux. C'est ce qui se passe avec les... J'explique simplement le problème. Mais non, les mesures d'atténuation, c'est ce que j'explique tout à l'heure. Il va falloir qu'on arrive à, certainement, très certainement, à repousser les éléphants vers un espace un peu plus dédié. Mais regarde, 95 000 éléphants, quand vous regardez par rapport à la superficie, ce n'est même pas un éléphant au kilomètre carré. Ce n'est même pas un éléphant au kilomètre carré. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème de répartition. Et ce problème de répartition, il va falloir regarder, ajuster les cartes, économie forestière, les mines, en même temps également tout ce qui est exploitation des ressources pétrolières. Lorsqu'on agence toutes ces cartes, on voit des problématiques, il va falloir prendre une décision courageuse pour dire, bon, les animaux seront à tel endroit, ça on fera à tel endroit, c'est simplement ça. Parce que moi, je reste persuadé... Monsieur le ministre, je vous rappelle que c'est vous qui êtes le ministre en charge de cette question. Oui, vous dites il va falloir, ça veut dire que la solution n'est pas encore mise en exécution? Non, la solution, ce n'est pas... Vous savez, c'est pour ça que je dis que c'est tellement complexe. D'accord. Ce problème n'incombe pas au seul département des eaux et forêts. C'est une question transversale. C'est une question transversale. Il y a, comme je le dis, le pétrole est là, les mines sont là, il faut qu'on regarde ensemble. On a juste des cartes. Mais c'est quand que cette étape va devoir commencer? On a commencé, vous savez, en 2021, il y a eu des assises pour le conflit homme-faune. Et il y a un certain nombre de recommandations qui ont été proposées. Ces rencontres-là doivent se poursuivre. Mais ce sont des décisions qui sont cruciales parce qu'il va falloir, je l'aurais dit encore, qu'on regarde nous allons le faire, c'est tout un processus, il n'y a que 2 mois pratiquement. Le court, voilà. le long, alors, le moyen terme. À court terme, on va continuer les battues administratives et on va en même temps mettre en œuvre, vous savez, il y a un système de barrières électriques. Les barrières électriques vont consister, après avoir déterminé une zone où les populations rurales sont censées exercer à travers les forêts communautaires. Vous savez, à l'intérieur des forêts communautaires, on peut tout faire, l'agriculture, l'élevage. Lorsqu'on aura déterminé par zone les forêts communautaires attribuées, il faut qu'en profondeur, dans un rayon de peut-être 25-30 km, on fasse ce cordon de sécurité qui permet à la fois de séparer les populations rurales et les animaux. La libre circulation des personnes, c'est pareil également avec la libre circulation des animaux, mais il va falloir qu'on puisse circonscrire ce cordon de sécurité pour éviter cette coexistence qui n'est pas du tout pacifique. Alors, comment expliquer, Monsieur le ministre, je vais vous laisser poursuivre, permettez-moi tout de même, comment expliquer que l'on trouve facilement des textes pour protéger les animaux, notamment les pachydermes? Ces textes sont bien appliqués, respectés, mais on a du mal à mettre en place des véritables mécanismes pour donner également à l'homme la place qu'il mérite. C'est d'où la transition, c'est bien l'objet, parce qu'on est là dans la restauration. D'accord. C'est d'où le processus, je vous en parlais au début. On va se retrouver pour essayer de voir est-ce que les textes qu'on a mis aujourd'hui en place sont en cohérence avec ce que l'on veut. Est-ce que les impératifs écologiques qui s'appliquent à nous, est-ce que c'est en adéquation, il y a un équilibre avec les objectifs de développement durable que l'on veut? Il faut qu'on les regarde ensemble, on les interprète ensemble et qu'on décide ensemble. Et c'est le travail depuis pratiquement 2 semaines que j'ai demandé à mon département de se retrouver à travers des départements, d'autres départements, qu'on arrive à trouver ensemble des mécanismes pour, à court terme, déjà, c'est ce qu'on va faire. À long terme, c'est vraiment des choix qu'il va falloir, des décisions qu'il va falloir prendre. Il va falloir qu'on dise que le plan national d'affectation de terre va
dorénavant s'atteler à circonscrire chacun en fonction des objectifs de développement qu'on s'est fixés. On va faire un effort, une priorité sur telle ou telle chose. On protège les animaux parce que, comme je l'ai dit, on était signataire du fait qu'on ait opté pour la conservation. On a signé des textes. Il n'y a pas simplement les éléphants qu'on protège, il y a d'autres espèces qui sont en voie de disparition. Vous savez, l'éléphant joue un rôle primordial dans l'équilibre de la biodiversité, dans l'équilibre des écosystèmes. Si on enlève l'éléphant, l'homme, parfois, c'est l'homme qui est au centre de tous ces écosystèmes. Et c'est à l'homme, en fait, d'agencer ces grands ensembles, c'est qu'il y ait pas de la dissonance à l'intérieur d'un écosystème, mais qu'il y ait de la résonance, c'est-à-dire vivre en parfaite harmonie avec la nature. Malheureusement, ça, ce n'est pas aussi facile à Mayumba, dans le sud du Gabon. Oui, simplement parce que, comme je vous l'explique, si on exploite à la dynamite pour des recherches scientifiques, on va chercher du pétrole, on fait de la dynamique à cet endroit, les animaux vont partir de cet endroit parce qu'ils se sentent en sécurité. Dans le massif de Mikébé, tant que cette zone-là n'est pas sécurisée et que des braconniers s'acharnent sur les éléphants vont partir, ce sont les animaux. Les éléphants vont partir de là pour aller à un endroit où ils se sentent plus en sécurité. Et malheureusement, là où ils se sentent le plus en sécurité, c'est là où ils trouvent à manger. Et voilà. Donc, je pense qu'on poursuit cet effort de réflexion et les stratégies qui vont s'imposer vont nous amener à déterminer quels sont les choix prioritaires. Mais ça va être fait. Dès qu'on aura des financements, nous sommes en étude par rapport à ça, dès qu'on aura des financements appropriés, on va commencer dans un premier temps à faire des cordons de sécurité. D'accord. Je pense que quand même sur une profondeur de 25-30 km, parce que quand on regarde les forêts communautaires, on peut chasser là-dedans, on peut pêcher là-dedans, ça permettrait déjà de faire un cordon de sécurité. Ça, c'est à moyen terme. Après, à long terme, il va falloir créer vraiment des espaces dédiés, que les animaux soient dans des parcs, et c'est clôturé et c'est circonscrit, et que ces parcs, effectivement, profitent également aux populations locales, à développer des économies qui vont participer au développement des populations locales. Et c'est là que c'est difficile, monsieur le ministre. Non, c'est pas difficile. Puisque vous demandez à ces populations de faire des efforts, or, à côté de cela, elles ont parfois du mal maintenant à survivre. Non, c'est parce qu'en fait, on s'est orienté vers des politiques de conservation. Ce n'était peut-être pas, je ne critique pas, c'était pas judicieux. Il fallait joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire on fait des parcs et ces parcs-là permettent aux populations autochtones de vivre de ça. Il y a l'écotourisme. Pourquoi est-ce qu'on ne crée pas? Pourquoi les gens ne viennent pas qu'on crée des parcs pour que les gens, aussi bien les Occidentaux et tout le monde, viennent comme on le voit ailleurs d'ailleurs. Visiter nos parcs. On s'est simplement focalisé sur des parcs parce que les parcs, pour des raisons de recherche scientifique, on sait simplement, mais il faut voir plus loin. Et on est avec le ministre du Tourisme, on est en train de regarder, de voir la faisabilité de ces genres de partenariats avec des fonds extérieurs. Alors, quel est, dans la feuille de route du comité de transition pour la restauration des institutions, l'élément central en ce qui concerne le département ministériel dont vous avez la charge? Alors, ce n'est pas simplement un élément central, il y a plusieurs éléments. Moi, le premier élément, en fait, c'est l'amélioration des conditions de travail du personnel. C'est crucial parce que si les gens ne travaillent pas en cohérence, n'ont pas des moyens pour pouvoir... Vous savez, au ministère, j'ai trouvé des problèmes structurels et des facteurs bloquants qui sont d'origine interne ou externe. Il va falloir que je m'appésantisse. J'ai commencé ce travail, mais l'amélioration des conditions de vie de mes personnels cette amélioration va amener très certainement à remettre ces départements au centre de tous ces gros enjeux que j'ai dit économiques et voire même économiques parce qu'en fait la forêt, c'est ce qui va demain rapporter un peu plus d'argent. Et un deuxième point également, c'est celui de la gouvernance. En fait, il faut promouvoir l'éthique.
il y a beaucoup de problèmes à l'intérieur. Je ne pourrais pas exposer ici, mais... vous parlez d'enrichissement illicite, l'enrichissement illicite, la corruption au sein de ce département ministériel. Alors, ça va être également un cheval de bataille. Dès que j'aurai amélioré, instauré la confiance, il va falloir mettre en place ces mécanismes pour lutter contre l'enrichissement. Parce qu'on perd énormément d'argent, l'État perd énormément d'argent à travers, malheureusement, ces mécanismes frauduleux. Les déclarations sont fausses. Hein, on va vous déclarer un pourcentage alors que derrière... Et ça, je suis en train de travailler... Est-ce que vous êtes parvenu à mettre un terme à la corruption au sein de votre département ministériel de façon véritable? Vous savez, ça fait 2 mois que je suis là. Dès que vous allez arriver dans un milieu, il faut comprendre comment le système fonctionne. Oui. Et il faut conscientiser, il faut amener les gens à changer. C'est le plus dur travail. Amener les gens à une révolution mentale, pour mettre en place des mécanismes d'éthique, de bonne gouvernance. C'est l'homme, il faut l'amener à changer progressivement. Et ça commence également par l'exemplarité. Mais je suis persuadé, je suis confiant. Progressivement, je suis pas... il faut aller vite, mais je ne confonds pas la vitesse et la précipitation. Je vais aller méthodiquement amener les gens à adhérer à ce système qu'actuellement on est en train de créer, parce que depuis 2 semaines, mes personnels sont en train d'étudier, de revoir les facteurs bloquants à notre administration et comment, à travers des textes, à travers les textes législatifs, on peut amener à recadrer les choses de telle sorte qu'on travaille dans un climat apaisé avec des lois qui sont en cohérence avec ce que l'on veut. C'est un processus, on a commencé et je suis confiant quant à l'avenir. Alors, je rappelle que vous êtes le colonel Maurice Ntossué Alogo, ministre des Eaux et Forêts, chargé de la préservation de l'environnement, du climat et du conflit homme-faune. Il nous reste que quelques minutes à passer ensemble, monsieur le ministre, peut-être rassurer les populations sur la problématique du conflit homme-faune. Des solutions seront apportées, on l'espère. Tout à fait, je suis confiant. Je vous dis, avant de s'occuper d'un problème, il faut comprendre le problème dans sa complexité. Et le conflit homme-faune, c'est vraiment complexe. Ce qu'on fait dans l'immédiat, ce sont des battues administratives, c'est-à-dire lorsqu'un éléphant est dangereux, il va falloir complètement, parce qu'un éléphant qui a tué, il va toujours continuer à tuer, et il va falloir complètement vraiment l'éliminer. Après, il va falloir qu'on repousse les éléphants dans un autre espace, mais un espace qui permet en même temps de sécuriser les populations nationales et les populations rurales plutôt, et les animaux également qui vont évoluer dans leur espace également sécurisé. Je demande simplement à ce qu'on nous fasse confiance et qu'on nous donne un peu plus de temps à harmoniser ces politiques-là pour pouvoir aller de l'avant. Et il y a eu une décision, par exemple, d'installation des barrières électriques? Oui, des barrières électriques, vous savez, pareil pour les barrières électriques. On a aujourd'hui à peu près 500 barrières électriques autour parfois des champs. C'est insuffisant, je l'admets, mais on est en train de chercher des partenaires pour nous financer pour augmenter le nombre de barrières. Après, les barrières électriques aussi, c'est que ça demande de l'entretien, c'est-à-dire la volonté également des populations rurales. Vous savez, les barrières électriques, dès qu'on les met en place, il faut que ces populations arrivent à les entretenir. Si ce n'est pas entretenu, l'éléphant, vous savez, l'éléphant tâte. Et puis, il se rend compte qu'il n'y a pas de courant là-dessus et passe. Donc, il faut amener les populations d'abord à les entretenir. Parce que ça va de leur... Est-ce que ça ne nécessite pas une formation tout de même, monsieur le ministre? Non, en fait, il y a une formation, mais les sociétés... Effectivement, ça nécessite une formation, mais la formation est dispensée par l'équipe qui les met en place. Et les populations sont bien... Mais sauf qu'il y en a qui sont un peu plus paresseux à continuer parce qu'il va falloir défricher pour que l'herbe ne touche pas des fils. Et si on ne les entretient pas, ce ne sera pas efficace. Et c'est arrivé à un moment où les éléphants arrivent dans les champs simplement parce que le courant ne passe plus et parce qu'il y a de l'herbe un peu partout. Donc, il va falloir qu'on conscientise les populations à les entretenir. On poursuit l'effort des barrières électriques et je suis persuadé que lorsqu'on aura agencé, harmonisé toutes ces stratégies, on aura atténué progressivement l'impact qu'il y a entre les éléphants et les populations rurales. En quelques secondes, le Gabon prend part à la COP28 de Dubaï, aux Émirats arabes. Qu'est-ce que l'on peut retenir sur cette participation?
Le Gabon continue son plaidoyer. Le Gabon rassure la communauté internationale par l'engagement qu'il a pris, hein, qui consiste en fait à préserver ces écosystèmes parce que ça va de la vie, hein, c'est un enjeu vital. Mais en même temps, le Gabon dit, OK, il faut qu'on soit cohérent avec des engagements qu'on a également pris qui consistent à trouver un juste équilibre. Nous, on fait des efforts. Qu'est-ce qui récompense ces efforts? Il faut qu'il y ait des dividendes en retour. C'est ce qu'on espère tous. Et qu'on ait de la bonne gouvernance forestière qui permet en fait de maintenir nos écosystèmes parce que ça nous produit quelque chose. Et il va falloir également mettre l'accent, comme je le disais, sur la recherche scientifique parce que cette recherche nous permet de mieux assimiler, de mieux connaître nos différents écosystèmes. Merci à vous d'avoir accepté de passer sur ce plateau dans cette émission. Le gouvernement s'exprime. Je rappelle que vous êtes le ministre gabonais en charge des eaux et forêts, chargé de la préservation de l'environnement, du climat et du conflit homme-faune. Vous êtes le colonel Maurice Ntosue Alogo. Merci d'être passé chez nous. Je vous remercie. Merci également à vous qui êtes restés des nôtres sur Gabon 24. Ce programme se poursuit demain, pourquoi pas, avec d'autres membres du gouvernement. Au revoir.